qu'a dit François Gémen? Alors, dans un article du Monde, à dater du 27 mars 2023, intitulé Automobile, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, invente l'anti-lobbying. François Gémen intervient. C'est un article comme je vais le dire, qui est dissimulé, qui est à une page, je ne me souviens plus exactement, mais disons la page 27 du Monde. Et dans cet article, François Gémen exprime tout son amour de la mobilité, dans le cadre justement de la défense de la mobilité. Parce que Carlos Tavares s'inquiète un peu du fait que le véhicule électrique va pas être trop démocratique et qui risque de priver de mobilité toute une partie de la population. Et lui, il propose de passer au véhicule électrique que quand ça sera vraiment possible et de ne pas priver de mobilité toute une partie de la population. Donc, c'est dans le cadre de tous les projets européens et l'interdiction des véhicules motorisés à essence, etc. en 2035, je crois, ou je ne sais plus trop. Donc, François Gémen est intervenu dans cet article, a été interrogé par une personne du Monde pour savoir ce qu'il foutait dans ce lobby monté par Stellantis, et il s'est justifié. Alors, moi, j'ai cru d'abord que c'était un hoax, parce que je l'ai trouvé dans un site F de souche. Moi, je consulte tout. Hein. Je consulte Reporter, Le Monde, toute la presse anglo-saxonne surtout, le Guardian, et la presse suédoise, etc. Mais je consulte F de souche, pourquoi? Parce que c'est un site qui, moi je pense que dans le cadre de l'effondrement, il y aura plusieurs choses qui vont se passer, et notamment un effondrement social. Et la violence fera partie de cet effondrement. Et Le Monde dissimule allègrement tout ce qui ne correspond pas à son portrait d'une société joyeuse. Donc on voit qu'il ne parle jamais des violences qui sont soi-disant des faits divers. Et quand on lit F de souche, on a une toute autre image de ce qui est en train de se passer en France. Et moi, je l'ai commencé à le lire parce que je cherchais des informations sur les attentats à Paris et je ne trouvais pas. Et j'étais à l'époque très à gauche. Mais sur F de souche, j'ai été surpris de voir des identités et plein d'informations qui passaient en temps direct, en temps réel. Donc, depuis ce jour-là, je jette un œil sur le site. Et j'ai cru que c'était un canular, d'abord. Parce que j'ai vu donc un article intitulé François Gémen, rédacteur du GIEC et militant sans frontières, et qui cite sa phrase. Donc j'ai cru d'abord que c'était un canular, parce que c'est évidemment ce qu'attend l'extrême droite, disons les gens qui sont conservateurs et qui ne veulent pas remettre en cause le système industriel, et pour montrer que ces soi-disant écologistes qui leur rebattent les oreilles sont des menteurs et qu'ils ne sont absolument pas convaincus par leur projet. Alors, je suppose que parmi les lecteurs de souche, il y a des climato-sceptiques qui disent, bah voyez, s'il dit ça, c'est que le climat, il s'en fout. Et donc, c'est des menteurs. Alors, comme on verra, moi, c'est pas ce que je pense. Mais voilà. Alors, François Gémen, ce qu'il a dit, et donc j'ai été vérifié dans Le Monde, ici à Göteborg, à la bibliothèque de Göteborg, j'ai été piocher, j'ai été faire de l'archéologie, j'ai été voir s'il n'y avait pas, j'ai attendu qu'ils aient tous les mondes du mois pour voir s'il n'y avait pas cet article et si c'était vrai. Et cet article était bien dissimulé à une page avancée, page je ne sais plus combien, plusieurs dizaines. Et donc j'ai bien vérifié que l'article existe et que il retranscrit fidèlement cet article. Donc les dires de François Gémen dans cet article. Donc c'est absolument authentique. C'est absolument authentique. L'article est vrai et ce n'est pas un canular de F de souche. Alors qu'a dit François Gémen dans cet article? Donc
sur la mobilité. Carlos Tavares fait un meeting, un grand raout, et il y a François Gemène qui est intervenu, et le monde s'étonne un peu que François Gemène collabore à cela. Et François Gemène se justifie et dit: la grande cause de ma vie, c'est l'ouverture des frontières. Bon, ça c'est moi qui le dis, ce n'est donc pas la lutte contre le réchauffement, puisque la grande cause de sa vie, c'est l'ouverture des frontières. Donc, il est invité perpétuellement, quasiment toutes les semaines, sur France Info, sur machin, et il continue à être invité. Au mois d'août, là, cette année, au mois de juillet, il a été invité. Je l'ai entendu récemment. Donc, il continue d'être invité, mais toujours dans le cadre pour expliquer qu'il faut lutter contre le réchauffement, etc. Donc, c'est pas la grande cause de sa vie. La grande cause de ma vie, c'est l'ouverture des frontières. Dit brutalement, entre le changement climatique à 4 degrés et les frontières fermées, je choisis le réchauffement climatique. Donc, c'est dit noir sur blanc. Il est prêt à faire subir un réchauffement climatique de 4 degrés au monde pour maintenir les frontières ouvertes, pour maintenir un mondialisme comme il est actuellement, avec des frontières totalement ouvertes, et donc éviter l'isolement des pays, etc., le repli sur soi, donc il est prêt à avoir 4 degrés de réchauffement pour maintenir cela. Hein. Ce qui lui importe, c'est maintenir cela. Et mes 4 degrés de réchauffement, on verra ce que ça implique. Alors, il continue. C'est pas fini. La Terre, donc ça c'est moi qui... en fait, il dit « elle ne sera pas habitable ». La Terre, c'est bon. Si l'on ne peut pas se déplacer plus loin qu'un trajet couchette, train-couchette, hein. S'il ne faut garder le pétrole que pour une chose, ce sera les voyages en avion. Donc, on ne peut pas se déplacer en train, ce n'est pas possible, selon François Gemène. Et il faut garder le pétrole, parce qu'actuellement, l'aviation hydrogène électrique, c'est bidon. C'est-à-dire que c'est impossible. D'ailleurs, Jean Covici, récemment, a fait le buzz en disant qu'on n'avait que 4 voyages par an, en gros, dans une vie, si on voulait maintenir des objectifs climatiques. Riche ou pauvre, vous auriez droit dans toute votre vie à 3 ou 4 vols par avion, dont 2 dans la jeunesse. Aujourd'hui, l'avion, c'est 8% du pétrole mondial, et l'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. Donc, ce que dit François Gemène, c'est que ça, c'est pas possible. Dans sa vision du monde, c'est strictement impossible. On ne peut pas se déplacer en train-couchette. C'est pas humain. C'est pas habitable, la Terre. C'est ce qu'il dit, exactement. Il dit, elle ne sera pas habitable, la Terre. C'est-à-dire que ça vaut pas le coup de vivre dans ce cas-là. Donc, alors moi j'ai cru d'abord que ceci était un canular. Eh bien non, c'est vraiment ce qu'il a dit, François Gemène. Alors en gros, maintenant, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique, cette phrase, qui est monumentale? Cet aveu de François Gemène. En gros, pour maintenir l'aviation, Gemène est prêt à sacrifier l'homme, l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'il est prêt à dégager... En fait, il parle des migrants, tout ça, mais il s'en fout complètement. Il est prêt à dégager toute une partie de la population qui trime, qui a du mal, etc., pour son idéologie. Parce que, selon lui, la Terre n'est pas vivable si l'on ne peut se déplacer qu'en train-couchette. D'accord? Il faut se déplacer en avion. Et c'est un peu... j'ai entendu cela pas mal, notamment, je pense, sous la bouche de Jadot. Mais on verra pourquoi, parce que... Et donc, moi, je sais pas. Moi, je prends plus l'avion depuis mes 20 ans, en gros. Depuis que j'ai fait un voyage en Argentine, je n'aime pas l'avion. C'est excessivement polluant, c'est désagréable, et je ne prends plus l'avion.
j'ai décidé pour des raisons écologiques de ne plus prendre l'avion. Et ça fait 30 ans que je me déplace qu'en train. J'ai même pas de voiture, je me déplace qu'en train. Et pour aller en Suède, je me déplace en train. Je me déplace en train couchette, ils ont supprimé les trains couchettes, donc je me déplace qu'en train. Et j'ai pas l'impression que la vie ne vaille pas la peine d'être vécue, quoi. Franchement pas. Donc je me pose certaines questions. Je pense que François Gémen est un taliban de la mobilité et je pense que beaucoup de l'élite qui nous gouverne et des gens qui participent aux médias, etc., c'est un fait. Moi, je pensais pas qu'ils disent ça. Je pensais pas qu'ils pensent ça. Donc, ces gens-là pensent réellement, sont des talibans de la mobilité. Euh, Moi, ça fait, comme j'ai dit, 30 ans que je ne prends que le train. Et je n'ai pas du tout l'impression que ce soit un calvaire. Le train, c'est enrichissant par plein de vue, parce qu'on s'arrête, parce qu'on découvre des choses. Donc je pense que c'est hallucinant, sa phrase. Bon, mais outre le côté hallucinant de cette phrase, le côté choc, il faut quand même tenter de savoir ce qu'il a bien pu vouloir dire et se mettre à sa place. Alors, ce qu'il a voulu dire, certainement, c'est que durant toutes ces années, tous ces siècles, l'homme a été mu par une idée de progrès et la perspective d'une stagnation ou d'une régression est inacceptable pour beaucoup socialement parce que ça peut mener au chaos et ça mènera, la vie n'a plus de sens ni de direction. Parce que la vie de nos grands-parents et Euh, grands-parents, c'était une vie atroce. alors, Oui. c'est quelque chose que je vais creuser par ailleurs dans la partie sur le gauchisme, sur le progressisme, etc. Et je montrerai que, en fait, c'est une vision qui est fausse et qui est effectivement dangereuse et qui ne mène à rien. C'est-à-dire, c'est un cul-de-sac, ce type de pensée. Donc, ça montre toute la contradiction et ça montre que c'est une vision absurde et qui mène au gouffre. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est prendre le cas particulier de François Gémen. François Gémen est une personne qui fait partie de l'élite intellectuelle, euh, entre guillemets, c'est-à-dire tous ces gens qui participent, qui justifient intellectuellement la bonne marche du système et qui sont payés pour ça. Euh, c'est des scientifiques, qui ont l'impression de travailler pour de la recherche fondamentale, mais qui en fait participent à la bonne marche du système et fabriquent des objets qui lui sont utiles. Des intellectuels qui justifient des politiques sociales qui nous oppriment, etc. Donc c'est des gens qui sont la crème de la société. Et ces gens-là ont besoin de mobilité pour assurer leur profession. Donc on peut comprendre que dans le cas particulier de François Gémen, la suppression de cette mobilité amènerait à une catastrophe, parce que ça serait la fin de toute la justification de sa vie, puisqu'il serait amené à être un ouvrier ou à être un paysan ou je ne sais quoi, ou un chômeur. Et donc c'est probablement inacceptable pour lui. Bon, si on prend mon cas particulier, parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Moi, j'étais un scientifique lambda, et je travaillais à l'époque sur de l'électronique moléculaire. Et chaque État ne peut pas produire beaucoup de gens qui travaillent sur des sujets aussi pointus. C'est pas possible. Donc, il y a dans le monde quelques personnes qui travaillaient à l'époque sur mon sujet. Ils étaient dispersés aux États-Unis, en Europe, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Il y en avait en Asie, en Corée, etc. Et en Suède. C'est pour ça que j'ai été travailler en Suède. Il n'y en avait pas en France, il n'y avait pas d'équipe vraiment spécialisée là-dedans ou qui n'avait pas de résultats probants. Donc, ça fait que j'ai été obligé de bouger toute ma vie. D'une part, j'étais obligé d'aller aux Pays-Bas et parce que je voulais travailler sur ce sujet-là, et j'ai continué, je me suis spécialisé là-dedans et j'ai travaillé ensuite en Suède
où il y avait une équipe composée de Russes en particulier qui travaillait sur le sujet. Et donc, j'ai été confronté à un choix cornélien, étant donné ma sensibilité écologique. Je pensais à l'époque que je travaillais quand même sur des choses assez fondamentales. L'histoire, c'était de construire une électronique qui était basée sur des molécules et qui consommait très peu d'énergie, des détecteurs ultra puissants, etc. Ça ouvrait pas mal de perspectives fondamentales. Et je pensais que ça pouvait révolutionner les choses. Donc, et en même temps, j'avais toujours cette sensibilité écologique et je ne voulais pas prendre l'avion. Donc c'était excessivement difficile parce que toutes les conférences, il y en avait en Espagne, en Grèce, j'y ai pas été. Il fallait aller à Londres. Mon projet était européen parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui travaillaient en Suède pour justifier un projet, donc un financement. Donc ce projet était européen. Donc il était financé par l'Europe et la condition c'était qu'on aille visiter les différents labos et qu'on aille visiter nos partenaires. Donc en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc sans arrêt j'étais en train de bouger. En Espagne, il y avait beaucoup de conférences en Espagne, il y a eu en France. Et beaucoup plus loin, j'ai jamais été aux conférences aux États-Unis, etc. J'ai jamais été aux rencontres aux États-Unis. Il y avait des rencontres pour tous les physiciens, etc. Donc ça pose des problèmes de carrière très forts. Moi, je ne voyageais qu'en train, donc c'était excessivement difficile pour arriver à l'heure. Il fallait prendre sur ses jours de vacances. C'était long, c'était cher, donc je payais le surplus par rapport au billet d'avion sur mon salaire, etc., etc. Donc c'était excessivement difficile. Et à la fin, même j'étais obligé de mentir en disant que j'allais aller par des moyens lambda, et en fait j'allais en train. Et ça devenait insupportable. Et là, il fallait choisir entre sa fibre écologique et continuer ce métier, parce que c'est un métier on pollue énormément en voyageant sans arrêt. Il y avait des rencontres quasiment tous les mois à droite, à gauche. Je me rappelle que pour aller à Copenhague, par exemple, moi je refusais d'aller en avion. Parfois ils allaient en avion parce que la réunion était calquée le matin, il fallait aller très tôt, et puis il fallait aller ailleurs. Il y avait une machine à telle heure, à midi ou à 2 heures, et il fallait être de retour. Donc c'était très difficile. Et donc j'ai décidé, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Donc François Gémen, c'est pareil. Si il est scientifique, il travaille sur le climat, à un moment il faudra que ces gens-là se posent la question. Ils peuvent pas déblatérer, et sinon ils sont discrédités, et les climato-sceptiques ont beau jeu de noter que Al Gore passe sa vie dans un avion, etc. Et c'est quelque chose qui est excessivement polluant, donc ils ne montrent pas l'exemple, et ce n'est pas marginal. Si on prend tous les scientifiques et le budget carbone que ça représente, c'est assez monstrueux. Donc ces gens-là ne montrent pas l'exemple, ne montrent même pas le projet ou l'ambition de se passer de cela. Donc c'est problématique. Et donc le choix personnel, c'est entre le refus de cela, c'est l'abandon d'une carrière, et ou être un menteur et continuer dans cette comédie. Donc au final, on peut comprendre que pour François Gémen, même personnellement, c'est intenable, et il n'est pas question de se passer de cette mobilité. Ça remet en cause tout un modèle de travail et de société auquel il est excessivement attaché. Donc, et par ailleurs, ce qui est aussi important de noter, c'est que ça correspond à une image de la société, c'est-à-dire que on peut aussi interpréter cela comme étant l'expression d'un mépris social. C'est-à-dire qu'une société qui ne serait composée de gens où les gens
cette crème scientifique, cette crème intellectuelle aurait disparu par manque de mobilité, parce que concrètement, si la mobilité disparaît, tous ces gens ne pourront plus se rencontrer, ne pourront plus se parler, et probablement qu'une bonne partie d'entre eux disparaîtront. Il n'y a qu'à regarder dans les temps anciens, c'était encore plus réduit, la part des scientifiques, c'était une ou deux personnes par pays, Newton, etc. Donc c'était très très réduit le nombre de personnes qui pouvaient se consacrer à ces études. Donc toute cette classe disparaîtra, et pour lui c'est intenable. La vie ne vaut pas la vie. Cette humanité privée de cette crème, de cette élite, est une humanité qui doit disparaître, parce que c'est une humanité de bof qui n'a aucun sens, et l'existence même de l'humanité ne se justifie que par l'existence même de cette classe au sein de cette humanité qui est la lumière, qui est l'élite, et la disparition d'une élite, d'une telle élite, serait une catastrophe, et finalement cette humanité serait réduite à l'état simiesque de singes débiles qui, ma foi, n'ont aucun intérêt et peuvent très bien disparaître. Voilà, donc je pense que si on creuse vraiment, on a cette vision du monde excessivement négative, et excessivement méprisante, et en fait comme je vais le démontrer plus tard, c'est une vision qui n'est pas vraie. C'est-à-dire que il y a bien sûr qu'on peut trouver des raisons beaucoup plus excitantes à l'existence humaine que cette stratification sociale et l'existence d'une élite. Ce n'est pas ça la justification. On peut trouver, il y a bien d'autres façons façons de nous organiser et de vivre qui sont beaucoup plus bandantes que cette classe qui se croit au-dessus de tout, et qui finalement propose une vision assez mortifère de l'humanité et de la vie en général. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais le problème, il est en fait pas que François Gémen participe aux médias. Le problème, c'est qu'il participe aux médias, mais qu'il contribue aussi au rapport du GIEC. Ça pose problème. Ça pose problème, et ça dévoile beaucoup de choses. Ça dévoile des choses sur le GIEC, et et ça explique pourquoi en fait le GIEC est inopérant. Alors c'est indiqué dans l'article, il est de Français de souche, il est donc contributeur au GIEC. Alors quel est son rôle au GIEC? On va le voir, mais d'abord on va faire un petit élément de biographie pour expliquer un peu qui est François Gémen. Alors quelques éléments biographiques. Donc François Gémen est un chercheur belge, un chercheur assez jeune, il est plus jeune que moi. C'est même un petit jeune puisqu'il a que 42 ans. C'est une belle carrière quand même, d'être propulsé dans les médias à cet âge-là. C'est un chercheur belge qui est professeur quand même à l'IEP Paris, qui est directeur de l'observatoire Hugo. Alors Hugo, c'est un observatoire, c'est un nom un peu pompeux, faut bien se faire mousser. A research center committed to the study of interactions between environmental changes, human migrations and politics. Attention. Donc voilà. Il est co-directeur de l'Observatoire Défense établi à l'IRIS.
Alors, je crois que l'IRIS, c'est un organisme financé par des industriels et par l'État. Bon, c'est un peu bâtard. Mais voilà, il a plusieurs. C'est un type qui, comme beaucoup, fait beaucoup de choses. Je sais pas ce qu'il fait en grand chose, mais il a beaucoup de postes en tout cas. Et alors, il a aussi un parcours politique à 42 ans quand même. Il a soutenu les écologistes. Il a été conseiller de Benoît Hamon. Et bon, c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous, enfin, ils aiment les migrants, donc ils ont tous l'immigration, disons. Donc, je sais pas s'ils aiment beaucoup les migrants, mais ils aiment beaucoup l'immigration. Et voilà, il a été conseiller de Benoît Hamon lors de sa campagne du Parti socialiste, et c'est victorieuse, enfin pas très loin. Et il a été conseiller politique de Yannick Jadot. D'où ses propos, Yannick Jadot, défendant l'aviation. Parce que Yannick Jadot, moi j'ai cru l'entendre dire aussi mais j'ai pas retrouvé de traces, mais j'avais entendu, m'avait marqué il défendait vraiment l'aviation, qu'à mon sens, sans possibilité de rencontrer des gens, de voyager, etc. C'était un monde qui était du repli sur soi et qui menait au Front National. Donc j'ai cru l'entendre dire ça, j'ai pas retrouvé. Par contre, il défend vraiment l'aviation. Et moi, je vous donne donc les propos de Jadot sur l'aviation. Il faut continuer à financer ce désastre écologique. Jadot est clair là-dessus. Donc voilà. Et on peut sans doute y voir une influence réciproque. Il fallait pas mettre 7 milliards sur Air France, vous n'avez pas répondu là-dessus. Ah mais si, moi je suis pour qu'on sauve Air France KLM. Non, mais... Alors donc, non seulement il est un influenceur de la vie politique de gauche, même si récemment monsieur a été choqué par LFI, donc je vous mettrai ses propos, voilà. Il a un peu dégoûté par la politique, mais le problème c'est qu'il est aussi rédacteur au GIEC. Mais en fait, l'arnaque, la grosse arnaque, c'est qu'il est présenté comme étant un rédacteur, mais un rédacteur essentiel. Quand on regarde la télé, etc., lead redactor, etc., j'ai trouvé rédacteur en chef ou je sais pas quoi. La réalité, c'est que ce n'est qu'un rédacteur parmi d'autres. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent dans ces rapports du GIEC. Et par ailleurs, et c'est là qui est l'arnaque, c'est qu'il est présenté comme un scientifique. Or, on peut en douter, parce que l'étude des migrations, c'est pas vraiment une science dure. Donc, il est présenté toujours comme un scientifique. Il n'est pas scientifique. Ce n'est pas un scientifique. Moi, je refuse d'assimiler les sciences sociales à des sciences dures. Donc, ça n'a rien à voir. Il ne contribue pas à la connaissance sur le climat. Il ne contribue en rien du tout à cela. Et donc, il naît dans la partie, donc il contribue à des parties qui sont des parties sociétales, etc., des fioritures qui ont été rajoutées après, mais ce n'est même qu'un rédacteur parmi d'autres, d'accord? Donc il y a 250 auteurs, donc il y a 3 groupes dans le rapport du GIEC, et il y a en gros un groupe qui est vraiment sérieux, qui est le groupe scientifique. Et par exemple, pour le groupe 1, il y a 250 auteurs. Donc, être auteur du rapport du GIEC, ça n'engage rien du tout. C'est bidon. Ça montre qu'on a une connaissance technique sur certains sujets, mais il y a quand même, on est un parmi de très nombreuses personnes. Donc, ça devrait plutôt amener à l'humilité. Pourquoi ils ont choisi lui plutôt que les 250 autres pour passer dans les médias? On se demande pourquoi. Moi j'ai la réponse tout de suite. C'est parce que son idéologie est compatible avec ce qui est demandé par les médias. Donc il y a 3 groupes et il est rédacteur du groupe 2, Impact, Adaptation et Vulnérabilité.
Donc, et il n'est rédacteur que dans le chapitre 8, Poverty, Livelihood and Sustainable Development, et il y a 13 auteurs. Apparemment, ce rapport contient 18 chapitres, donc c'est pour montrer, il n'est qu'un auteur du chapitre 8 sur 18 chapitres, et auteur simplement dans le groupe 2 qui est un groupe annexe en fait. C'est pas du tout le cœur du problème. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il s'en fout du climat. Donc François Gémen n'est qu'un modeste contributeur. Modeste, c'est le terme. Et il n'est pas présenté comme tel dans les médias. Il est présenté comme un contributeur, et voire, moi j'ai déjà vu apparaître le mot lead contributor, ou je sais plus quoi, rédacteur en chef, dans des intitulés pour le présenter. Donc, mais en fait, les médias se servent de cette étiquette pour avancer leur agenda. Ils se servent de lui en fait, et parce qu'il présente un discours qui est compatible avec toute l'idéologie ambiante. Bon, et par ailleurs, ce n'est pas un scientifique. Alors, François Gémen n'est pas un scientifique. Il se prétend être scientifique, chercheur en sciences sociales. Mais quelle est la solution aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de rationaliser un petit peu tout ce bordel, de cette hystérie collective? Je pense que la principale mission, c'est d'abord de se mettre d'accord sur un socle de connaissances scientifiques, pas seulement sur le climat, mais aussi sur les questions des pandémies, et a fortiori aussi sur les questions d'asile et de migration. On a l'impression que la science est complètement absente du débat, et que c'est un débat qui est strictement idéologique aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité des chercheurs, quelque part, de fournir une sorte de socle de connaissances sur lesquelles chacun soit d'accord et à partir desquelles on puisse débattre. C'est le rôle des rapports du GIEC notamment, c'est de formaliser les connaissances sur le changement climatique pour qu'à partir de là puisse s'organiser la négociation internationale sur les solutions et sur les mesures à mettre en œuvre. Mais si il y a un débat sans cesse sur la science et si chacun érige son expérience en vérité absolue, il n'y a plus de possibilité pour un débat démocratique. Le terme scientifique est une usurpation, et le terme science sociale aussi. Les sciences sociales, ce ne sont pas des sciences. Ce n'est pas scientifique, c'est une usurpation, comme je l'ai dit, du terme science. Qu'est-ce que la science? La science, en fait, c'est ce qui participe à l'établissement de connaissances sérieuses et durables et non contestables. D'accord? Donc, la science, c'est l'établissement, c'est étudie, et le domaine d'étude des phénomènes reproductibles, d'accord? Et c'est seulement l'étude des phénomènes reproductibles qui peut aboutir à ce qu'on appelle des connaissances scientifiques. La science sociale n'étudie pas des phénomènes reproductibles, elle étudie des événements qui ne sont pas par essence reproductibles puisqu'ils n'ont lieu qu'une fois. Et donc, à ce titre, elle ne peut pas postuler du tout à la reproductibilité et à la science, et au qualificatif de scientifique. Alors, l'étude des phénomènes reproductibles, ce sont des phénomènes reproductibles donc elle peut donner matière à consensus, elle conduit au consensus. C'est-à-dire qu'à force de pouvoir reproduire dans un laboratoire différents événements, ou à force de pouvoir mesurer quelque chose dans différentes parties du globe et par des gens différents, on obtient l'établissement d'un consensus, c'est-à-dire que la plupart des gens tombent d'accord pour dire bon bah c'est vrai, je l'ai mesuré, et donc il n'y a pas de problème et on peut aller plus loin. On peut bâtir sur ce résultat. Ce n'est évidemment pas le cas des sciences sociales. C'est François Gémen, il étudie du flou, Alors qu'est-ce qui se passe avec les sciences sociales?
comme elles ne peuvent pas faire l'objet d'un consensus et qu'elles n'utilisent pas des phénomènes, n'étudient pas des phénomènes reproductifs, ce qui se passe, c'est que ce sont des discours, elles font des discours construits socialement. Et c'est pas le cas des sciences dures. Les sciences dures sont indépendants, les résultats sont indépendants du contexte social. Il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de fusée soviétique ou marxiste, il n'y a pas de fusée capitaliste. Il y a des fusées qui vont sur la Lune ou qui ne vont pas sur la Lune. Et c'est tout ce qui importe. Une fusée qui ne va pas sur la Lune, c'est une fusée qui ne marche pas et voilà, elle fonctionne pas. Et donc, c'est tout ce qui compte. Donc, c'est la vraie science est indépendante du contexte social. Par exemple, on peut aussi parler d'histoire scientifique, parce que bon, il y a des sciences sociales des sciences, disons, qui ne sont pas des sciences classiques, qui se veulent scientifiques. Et c'est vrai qu'il y a par exemple une histoire scientifique, c'est cette histoire qui utilise des outils d'analyse scientifique pour étudier le passé. Par exemple, l'étude du pollen, l'étude de la géologie, des ossements par radiographie, l'étude de l'ADN, du passé, etc. Elle permet d'établir des réalités qui sont, elles, scientifiques. Pourquoi? Parce que si on mesure dans plusieurs eaux de façon reproductible, de façon non contestable, la présence d'ADN, dans l'ADN d'humains, par exemple, récent, la présence d'ADN de Néandertal qui a été prélevé, qui a été mesuré de façon non contestable. Dans ce cas-là, on sait qu'on descend, par exemple, des Néandertaux et on a une vérité scientifique mais qui est aussi historique. Et donc l'histoire et certaines sciences, certaines disciplines qui paraissent être sociales peuvent prétendre avoir des résultats scientifiques. Mais de façon générale, l'histoire, par exemple, n'est pas une science parce qu'elle étudie des événements, d'accord, qui sont l'étude scientifique, l'utilisation d'outils scientifiques n'est qu'une petite partie de ce qu'on considère être l'histoire, et c'est majoritairement par exemple une science sociale et qui étudie des événements qui ne peuvent pas faire l'objet de consensus parce qu'ils ne sont pas reproductibles. Et en fait, ces événements, et c'est le cas de ce qu'étudie François Gémen, c'est par exemple l'immigration, un événement migratoire, ce sont des phénomènes tellement complexes dont on n'a pas assez d'éléments on n'a pas assez de données. En fait, ils sont des événements tellement complexes qui font intervenir tellement de paramètres qu'il est impossible d'établir un consensus. Ce n'y aura jamais de consensus, ni sur un événement historique, ni sur un fait actuel comme l'immigration ou comme n'importe quel fait politique. Et donc c'est absolument impossible, ça fait partie des choses complexes où il y a des milliers ou des millions de variables et sur lesquelles on n'a pas de données. Et donc ces études sont éminemment sont influencés par les préjugés d'hommes sociaux qui construisent ces études. Et elles ne feront jamais l'objet de consensus. Donc ce ne sont pas des sciences. Et elles ne peuvent pas faire l'objet ne peuvent pas prétendre au qualificatif de scientifique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'étude de ces phénomènes est hautement manipulable, c'est-à-dire que ils peuvent être manipulés pour créer un récit, et c'est ce que font les sciences sociales, c'est-à-dire qu'ils manipulent. C'est pour ça que c'est hautement politique, ces sciences sociales. Les résultats sont manipulés, que ce soit à droite, à gauche, pour construire un récit politique. Donc
C'est ce que fait François Gémen, et il n'est donc pas un scientifique. C'est ce que fait François Gémen, et donc il écrit un récit, et il usurpe le terme de scientifique pour vendre ce récit. Bon, alors pourquoi François Gémen peut vendre ce récit? Parce qu'il a avec lui des médias qui sont complices, parce que les médias ont besoin d'un tel récit qui leur convient, qui est compatible avec leur vue de la société et leurs objectifs économiques de maintien de l'économie, capitaliste, industriel, etc. Et pour ce faire, ils se servent donc de l'aura que constitue ce titre de rapporteur du GIEC, de scientifique. En fait, on a vu que c'était un pseudo-scientifique qui a contribué à ce rapport dans les proportions dont on a parlé. L'application des scientifiques, c'est sincèrement, au vu de mon expérience personnelle, quelque chose que je déconseille à tous mes collègues. Et à tous mes collègues du GIEC, je leur dis, ne mettez pas les pieds là-dedans. C'est un monde d'une médiocrité infinie. C'est un monde de petits arrangements. C'est un monde de trahison et d'une violence incroyable. J'ai passé toute la campagne à me faire insulter, agresser, menacer par les insoumis. J'en sors complètement laminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce monde-là. Et sincèrement, je ne pense pas que la démocratie soit capable, aujourd'hui, de mettre en œuvre les changements nécessaires à la transformation. Et alors, c'est très beau si vous y croyez encore, je vous félicite et je vous suis dérivé. Moi, je n'y crois plus. J'ai longtemps cru que ça pourrait passer par une sorte de majorité convaincue et conscientisée, qu'il pourrait y avoir une sorte de bascule de la société. Je pense désormais que changement, si changement il advient, viendra de minorités très déterminées dans les entreprises, dans les municipalités ou dans la société civile. Mais je ne crois plus du tout à la capacité de la politique de changer cela.